Depuis la sortie du chapitre 1, moult commentaires ont argumenté que la thèse de Deltarune était « tes choix n'ont pas d'importance ». Mais dès le chapitre 2, je voulais avertir en disant que c'était deux choses très différentes, qu'un perso de Deltarune dise « tes choix n'ont pas d'importance » et que la thèse de Deltarune soit « tes choix n'ont pas d'importance ». Le sentiment que j'avais, c'est que les gens avaient sauté sur ce qui se passe dans l'intro et sur la formule de suivi pour dire « Regardez, Undertale dit que tes choix importent, Deltarune dit que tes choix n'importent pas ». Mais ce serait un peu comme arriver au début d'Undertale, voir que Flowey dit « c'est tuer ou être tué », et en conclure que dans Undertale, la morale est « c'est tuer ou être tué ». Pour Deltarune, c'est vraiment l'incomplétude du jeu qui complique et fait le sel de ce débat. Parce que dans Undertale, le jeu a des moments où il résiste à ses thèses, mais on peut comprendre ce qu'il veut dire au final. Quelqu'un qui coupe le jeu à un moment pourrait être tout aussi obstiné avec le « c'est tuer ou être tué » qu'avec « tes choix n'ont pas d'importance », en arguant par exemple qu'Asgore meurt en fin neutre, quel que soit notre choix. Mais comme on voit qu'il ne meurt pas quelle que soit la fin, et que les mécaniques d'Undertale font des choses différentes selon nos choix, personne n'affirmerait sérieusement que dans Undertale, c'est tuer ou être tué. J'ai de bonnes raisons d'être convaincu que Deltarune ne veut pas dire que nos choix n'ont pas d'importance, et que, comme avec Flowey dans Undertale, cette notion présentée en début de jeu sera combattue et abattue. Je pense que dans Deltarune, comme dans Undertale, nos choix ont une importance au sens moral, ça dit quelque chose sur nous, et au sens littéral, des choses diffèrent selon ce qu'on fait, peut-être même jusqu'à la fin. Je vais un peu aller chapitre par chapitre, mais je n'hésiterai pas à briser mon rythme si besoin. Comme l'a relevé Axiom Archives dans sa vidéo sur ses pensées sur Deltarune chapitre 1, si vous allez la voir, ne le spoilez pas en commentaire, il n'a pas fini le jeu, on peut encore plus finement distinguer ce sens littéral en deux branches. Il y a deux choses que cela peut vouloir dire que nos choix n'aient pas d'importance. Et à première vue, Deltarune nous enjoint à croire qu'ils n'ont pas d'importance en ces deux aspects-là. L'absence de pouvoir d'agir. On peut comprendre le pas d'importance au sens où le choix est illusoire. Au fond, on ne peut même pas choisir. Ou cela peut aussi être l'inévitabilité. Il y a des situations où on choisit, mais où le résultat est inaltérable. Sauf que d'emblée, on peut soupçonner que ces deux logiques seront remises en cause par le jeu, bien que les indices de ça soient minimes. Le fait que la fin change quand même un chouïa dans le monde des ténèbres, l'existence d'un boss secret, ce sont des choses qui, à minima, me conduisaient à penser que nos choix auraient de l'importance en un sens moral. Ils veulent dire quelque chose sur le type de personne qu'on est, ou si on borne les prétentions de Toby Fox, le type de joueur qu'on est. Une remarque qui va dans le sens de ce que dit le développeur quand il dit qu'il y a quelque chose de plus important que d'atteindre la fin. Mais en rétrospective, ce qui est le plus gros élément qui va donner la direction, c'est la relation de Chris et de l'âme. En fin du chapitre 1, vous sentez bien que la raison très concrète pour laquelle la fin du chapitre n'est pas différente, c'est que peu importe ce que vous faites, Chris, qui est prêt et capable de vous piéger, va faire quelque chose dans la nuit. Pourquoi je pointe ça du doigt ? À cause d'une petite assertion. C'est ton âme, la culmination de ton être. Dedans, il y a ta volonté, ta compassion et le destin du monde. Cette propriété a l'air de s'écouler de nous vers notre réceptacle, car Ralsei dit spécifiquement à Chris qu'il croit que ses choix et lui ont de l'importance. Et Ralsei tient spécifiquement à ce que Chris acte, car c'est son truc. Par ailleurs, nous ne pouvons agir sur Suzy que quand elle autorise Chris à lui donner des ordres, c'est-à-dire quand elle nous autorise, nous, à la commander par le biais de Chris. Nous, qui, comme dans Undertale, portons le destin du monde. Mais la dernière fois, nous avions un vaisseau docile. Aujourd'hui, nous sommes en cage. Donc voici une première hypothèse audacieuse de ma part. Ralsei compte sur les choix de Chris, sur le pouvoir de notre âme qui porte le destin du monde pour changer le destin inéluctable, et de l'autre côté, le camp ennemi restreint notre pouvoir et nous garde sur le rail du destin qu'il a choisi en nous mettant dans une cage. Je n'entre pas dans le détail des implications que ça peut avoir pour Gaster, parce que si d'un côté on a Krix et Death qui ont l'air de devoir se tenir à la prophétie, on a aussi Gaster qui a l'air de vouloir qu'on tienne plusieurs parties. Mais observez bien ce qui se passe au début du jeu. Gaster nous fait implicitement une promesse, il va nous reconduire dans un vaisseau docile comme Frisk, on peut même choisir ses traits, et immédiatement après on est reconduit vers un unique personnage qui a ses propres volontés dans un scénario linéaire. C'est un setup. Nous aurions pu être dans le réceptacle. Un tel jeu aurait pu exister, mais on nous bride dans nos possibilités.
on peut commencer à voir ce qui relie les deux aspects d'absence de choix dont j'ai parlé, mais attendons le chapitre 4 pour ça. On voit aussi un début de sortie de cette logique-là. Comme l'a relevé Hype dans sa première vidéo sur le chapitre 2, une notion phare de ce chapitre est le contrôle. Queen essaye de contrôler Noël, Spamton est une marionnette, Chris aussi, et on peut aussi utiliser Noël comme marionnette. C'est là qu'on a le retour de la Trash Machine, un objet customisable abandonné qui revient et nous accorde différents bonus en combat selon ce qu'on a choisi. Les différences entre une route massacre et une route où on épargne se font plus claires. Et surtout, vous le savez, il y a une weird route. Dans le jeu de boulier de l'hôpital, celle-ci casse et sort du rail la bille qui correspond à Chris. Une indication que Chris est en train de sortir du rail de l'histoire en weird route. Comment l'a-t-on fait ? Grâce à Noël. Queen essaye aussi de changer les choses en sa faveur grâce à Noël. Et Spamton essaye de nous saisir nous. On peut dès lors comprendre le chapitre 2 comme le théâtre de lutte pour le pouvoir d'agir. Plusieurs personnes essayent de maximiser leur pouvoir d'agir en s'accaparant celui d'autrui. Et dans le cadre de la weird route, maximiser le pouvoir d'agir, les choix dont nous disposons, semblent peut-être nous permettre de rompre à terme l'inévitabilité. Rien de plus logique dans la progression d'un jeu. Si on a défait le premier niveau d'absence d'importance de nos choix, on pourra peut-être défaire le second. Mettons de côté l'identité de qui tire les ficelles de Spamton, le chevalier. Pour Spamton, son manque de pouvoir d'agir est directement interprété avec la métaphore de la marionnette. Spamton ne peut rien faire parce qu'il est un objet. Il semble être contrôlé par quelque chose qui n'en est pas un et cherche une âme de Lightner pour dépasser cette condition. En outre, le fait de le présenter comme une marionnette vient à nous présenter sa limite comme étant directement liée à son statut d'objet. Et le chapitre 3 utilise encore plus explicitement le statut d'objet. En fait, il me semble être dans son intégralité un commentaire sur celui-ci. Dédicace à Natikata pour nos échanges sur ce sujet qui ont amplement nourri cette partie. Par ailleurs, le spectre de sa main plane aussi au-dessus de toute la partie finale de cette vidéo. L'objet, c'est ce qui n'est pas sujet, et par définition dans Deltarune, ce qui n'a pas d'importance, mais aussi par moment, ce qui a peu de pouvoir d'agir, ou ce dont le pouvoir d'agir a vocation à être exploité par un tiers. Ralsei nous dit directement qu'il n'a pas d'importance parce qu'il est un objet. C'est aussi ce qu'il dit à Tena, tes émotions ne comptent pas parce que tu es un objet. Tu n'existes que pour satisfaire autrui. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le monde des ténèbres fait de simples objets des personnes morales. Et ainsi Suzy a raison de dire que même s'ils sont ontologiquement des objets, ils ont le droit au bonheur. Ce sont des objets qui ont transcendé leur statut d'objet. Sauf qu'on peut aussi faire l'inverse. Une personne peut acquérir le statut d'objet. Elle a été utilisée. Tu as été utilisé. Tena sert le projet du chevalier. Ainsi, il est fait l'instrument d'un autre et son pouvoir d'agir devient le sien. Ce processus a constamment lieu dans l'objectification dans Deltarune. C'est ainsi qu'après le combat contre John Mental, Chris n'est plus un acteur ou un trouveur de moisissures, c'est un fourreau. Le statut d'objet nous aide à faire un lien entre les thèmes sur le choix et la liberté et les réflexions d'ordre émotionnel, psychologique et existentiel. Chris et Noël sont des symboles de cela. Ce sont des personnages. Mais si nous voulons défaire l'inévitabilité et réclamer ce que nous jugeons être notre dû, le pouvoir de choisir le destin de ce monde, nous devons réduire ces personnes morales à un état plus primitif, des choses faites pour être exploitées par nous et augmenter notre pouvoir d'agir. Ce sont des objets ou, pour un joueur, des jouets. Lui.png disait sur le feed de Deltarune en 2015 « Cette prochaine expérience sera très très intéressante ». Puis, en 2016, 3 héros sont apparus pour bannir le paradis de l'ange. Quand le sermon cite l'entrée 17 en disant que la prophétie est le conte des ombres qui s'enfoncent profondément, comment comprendre ça autrement que l'expérience de Gaster est le jeu qui est sa Deltarune. Pour lui aussi, tout ça n'est qu'un jeu. Les personnages, mais aussi le monde entier, ne sont que les véhicules d'une expérience à laquelle nous avons été invités. Comme Winglade, à l'effigie d'un ange, qui est le familier de Wicabelle, la sorcière, nous sommes le familier de Gaster, son outil et une source de pouvoir pour lui. Organique dit d'ailleurs de ces sorcières, des figures démoniaques, qu'ils ont été bannies parce qu'elles étaient trop fun.
Gaster est dans une position semblable à la nôtre, mais aux dernières nouvelles, lui n'est pas en cage. Au contraire, tout porte à croire qu'en tant que développeur, il a écrit la prophétie pour servir de scénario à son jeu. Si le contrôle permet d'acquérir du pouvoir d'agir, il en résulte que celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire du contrôle, celui qui écrit, est celui qui a le pouvoir. Cela se voit aussi avec Gerson, qui est fait figure de proue de la liberté en chapitre 4. Celui qui écrit est celui qui a le pouvoir. Parce qu'il est celui qui a le plus de pouvoir d'agir, Gaster est capable de définir le cours des événements. Comme dans notre monde, avoir plus de pouvoir d'agir signifie que vos choix auront beaucoup plus d'importance pour déterminer ce qui se passe que ceux des autres. Fort heureusement, Deltarune nous donne déjà 2 contre-modèles. Le premier contre-modèle est Suzy, à qui Gerson reconnaît qu'elle devrait acquérir le pouvoir d'écrire sa propre fin. Si c'est le cas, le monde ne semble pas voué à aller vers sa fin unique, d'autant qu'elle refuse déjà de porter des rubans comme elle le devrait et qu'elle résiste à nos choix. Mais sa résistance pourrait très bien être inconséquente, insuffisante ou tolérée par la prophétie, car la prophétie semble déjà connaître le fait qu'elle va acquérir le pouvoir d'écrire puisqu'elle est dotée de la lame sur un vitrail. Les lames étant des crayons, la prophétie la montre déjà en train de posséder ce crayon blanc de l'espoir dont Gerson parle. De plus, ça ne nous intéresse pas forcément dans la mesure où Chris peut déjà écrire, s'en sert bien mais contre nous, et que Suzy résiste à nos choix. Ça nous renvoie dans une situation où ce n'est pas nous qui sommes en position de décider. Le second contre-modèle est Chris en Weirdroot. Sa description dit qu'elle est brisée mais encore fermée, sans doute en référence à comment une cage est fermée. Et là c'est nettement plus intéressant pour le joueur qui est dans la cage et qui devrait tout à fait naturellement chercher à sortir de là pour, comme Ralsei l'implique, atteindre une autre fin, même si elle est pire. Je pense que ce qui est pertinent avec Noël, c'est qu'on a 4 persos principaux et qu'elle est la seule qui peut être facilement soumise à notre contrôle. Je veux dire par là que dès le début, Suzy ne nous répond pas, Ralsei veut défier la prophétie mais compte sur les choix de Chris qui ne nous répond pas non plus, et dès qu'elle peut nous virer pour ramener les choses selon son plan, le fait. Mais Noël n'a pas d'agenda, et entre ça, sa dévotion et son passé, elle peut être aisément manipulée. Elle n'est pas une héroïne sombre, un de ces héros voués à confronter l'ange, donc on peut en faire un asset, un outil pour nos fins. La Weirdroot montre déjà une augmentation du pouvoir du joueur, un pouvoir absolu qui influence les options de choix pour ne laisser aucune porte de sortie à Chris, et va jusqu'à sélectionner des choix vides pour empêcher Chris de dire à Suzy ce qui se passe. En développant son appareil de concept, Deltarune ne fait que clarifier de plus en plus sa conception du choix et de la restriction. Et en la regardant ainsi, il me paraît aisé de voir que non seulement il ne fait que repousser au fur et à mesure la limite de ce qu'on peut faire, mais aussi que sa fatalité n'est peut-être pas si tenace qu'il la laisse entendre. Son destin est déjà manipulé par une force supérieure. Il y a une queue qui ne doit pas être suivie, il y a un chemin interdit, et au fond, tout est une question de réussir à détruire les barreaux dans lesquels on a été enfermé pour réclamer le pouvoir que nous avons naturellement depuis Undertale. Enfin, ça, c'est sur le papier. C'est toujours facile de partir de ce qu'on sait et d'essayer de déduire le reste, de reprendre nos connaissances d'Undertale et de conclure le message de Deltarune comme si ça ne pouvait être qu'une extension ou que la réitération, la prolongation de ce qui avait déjà été dit. C'est vrai, Deltarune a déjà mis en place tout ce qui était nécessaire pour se briser. Mais il pourrait aussi détruire cet espoir de rupture, par exemple en intégrant la rupture du scénario au scénario. Gerson vous dit que Suzy a le crayon qui lui permettra d'écrire sa propre fin, mais je vous le disais, on aurait tort d'accepter facilement qu'il s'agit d'un pouvoir véritablement émancipateur quand il y a un vitrail qui la représente avec l'épée, c'est-à-dire avec le crayon. Peut-on contraindre à être libre ? Elle n'a pas l'air de sortir du destin par le crayon, car elle est destinée à avoir le crayon. Certes, Gerson vous dit que les histoires peuvent être changées, mais nous reconnaissons toujours notre histoire dans la sienne. Et là où il est un auteur émancipateur qui veut que d'autres se réapproprient une histoire inachevée, incomplète et faite pour être reprise par un autre, Deltarune n'est pas cette histoire, et Gaster n'est pas ce genre d'auteur. C'est un auteur qui veut que l'on accomplisse sa Deltarune, et qui sait d'avance qu'il y a 7 chapitres. Par rapport à Gerson, son savoir est plus complet, et il n'y a aucune partie non écrite. S'il a l'air d'avoir besoin de nous, c'est toujours pour accomplir son dessein. À partir de là, on peut toujours soupçonner Gaster d'avoir prévu toute déviation qu'un personnage essayerait d'amener,
de nous entourlouper avec son nouveau futur, qui pourrait reposer sur notre présence, et des actes de tentative de déviation, mais être déjà prédéterminés. Et à partir de là, même la Weird Route pourrait être prévue. Dragon Blazers comme Mental incluent dans leur design une route maléfique. Or, ce sont des reprises de la prophétie. Pour parler de chemin interdit, ne faut-il pas déjà avoir prévu la possibilité d'un chemin alternatif à proscrire ? D'ailleurs, les organiques arrivent à connaître la queue qu'il ne faut pas suivre, opposée au conte qu'il faut suivre, et ils connaissent même une fille qui fait neiger alors qu'elle ne fait neiger qu'en Weird Route. Ce n'est pas tout. Quand vous pensez à Sans, dont aujourd'hui tout porte à croire qu'il vient de Deltarune, et qu'il dit qu'Undertale est en proie à une anomalie avec des timelines qui vont dans tous les sens, est-ce que ça ne décrit pas par opposition le fonctionnement normal, le fonctionnement de Deltarune, un monde où l'on ne peut pas changer le cours du temps et où le flux temporel serait immuable? Et puis, je repensais aussi à une discussion que j'avais eue avec mon ami Traxi sur le nombre de fins de Deltarune. Celui-ci trouvait insatisfaisant un résultat où on n'aurait pas une belle fin qui change le destin, car même une Weird Route qui change les choses en pire aurait l'effet de vous faire dire « Oh waouh, Gaster est venu ouvrir mon ventre dans ma chambre, énorme le métanarratif de Toby Fox !» Mais ça sonnerait sûrement faux. Même la route Geno d'Undertale laissait avec un air de finalité, et on savait qu'il y avait la route pacifiste à côté, que c'était une fin satisfaisante pour le joueur. Ce serait bizarre de finir Deltarune sans fin satisfaisante. Et c'est vrai que c'est souvent ça dans les jeux qui poussent à chercher une autre fin. C'est quand ça n'a pas l'air final ou satisfaisant. Mais à cela, j'ai un contre-argument à apporter. L'ange, banni, rencontrera enfin son désir. Est-ce qu'on n'est pas déjà satisfait par la fin de la prophétie ? Certes, vous allez avoir envie d'un monde où la dernière tragédie n'a pas lieu. Mais même dans la meilleure fin d'Undertale, vous étiez content et vous aviez un personnage que vous ne pouviez pas sauver. Aussi, contrairement à Undertale, Deltarune est un peu plus dans l'esprit des RPG classiques où on vous raconte une histoire au lieu d'essayer de vous donner de la liberté au détriment de la linéarité. Dans la plupart des RPG, ça marche très bien parce que l'histoire se suffit à elle-même. Mais le parti pris très étrange de Deltarune, c'est de commenter dessus et de vous faire remettre en question le plat qu'il veut vous servir. Pour accentuer le côté tragique ou pour le défier, il insiste sur le fait que c'est le genre de jeu où il n'y a qu'un scénario fixe, et en même temps sur le fait que vous et les personnages ont le droit de réclamer plus. Et c'est là que nous touchons du doigt la contradiction au cœur de Deltarune, le conflit entre le besoin qu'il suscite de briser la prophétie et l'impossibilité radicale de briser celle-ci. Parce que si vous interprétez Gaster comme le développeur et la prophétie comme le scénario, voire comme le canon du jeu, vous avez là un mur insurmontable. Quel que soit le power level ou les nobles intentions de vos personnages, ils ne peuvent pas défaire le scénario de leur histoire. Même un personnage que j'écrirais de sorte qu'il utilise le crayon de l'espoir pour défaire le scénario n'a pas défait le scénario. Il a actualisé un scénario que j'ai prétendu défait. Undertale n'avait pas la prétention de s'embourber dans de tels problèmes, car sa prophétie était articulée en plusieurs interprétations pour s'accomplir coûte que coûte, et jamais on ne nous fait espérer qu'elle puisse être altérée. L'inflation de l'importance de la prophétie dans Deltarune et cette tension qui vient d'y être créée devraient être des indices pour nous faire comprendre que nous sommes face à un genre de jeu tout à fait différent d'Undertale. Je ne vais pas vous refaire toute la partie 1 de la vidéo Oblivion Theory de Hype, mais Undertale existe en réaction au RPG traditionnel et plus largement aux jeux où les choix ont peu d'importance. Il vous propose une utopie de liberté où chaque choix que vous faites, parfois à chaque fois où vous parlez à un personnage, provoque un résultat différent. C'est pourquoi ce jeu a pour antagoniste un joueur, quelqu'un qui a eu le pouvoir de faire tous les choix qu'il voulait et s'en est lassé. Mais est-ce que Deltarune n'est pas une critique ou un dépassement de cette utopie de liberté ? Dans le stream des 10 ans d'Undertale, Toby explique que tant de gens se sont intéressés à ces personnages parce qu'il était assez intéressé pour mettre toutes ces interactions. Notre attention est conditionnée à son geste créateur. Et c'est par cette précision que Deltarune peut dépasser Undertale. Et c'est sûrement pour ça qu'il introduit un personnage qui n'est non pas un joueur, mais un développeur. Une telle liberté n'est pas possible sans un développeur qui la permet. Et elle n'est pas liberté absolue. On peut vous donner le goût de la liberté dans le cadre fait par le développeur, mais vous ne pouvez pas vous libérer de ce cadre. Le contexte de Deltarune, ce n'est plus que les RPG et les jeux linéaires, c'est aussi les open world et Undertale. Contrairement à ces jeux, Deltarune a l'air partie pour nuancer cette impression de liberté que des jeux peuvent nous donner. Elle n'existe que par un développeur qui la désire,
et le développeur a lui-même ses dessins qui modèlent le cadre d'une certaine manière, lui donnant une direction déterminée. Gaster nous invite à tenter des choses, son cadre n'est pas complètement hostile à la liberté, par contre il reste un cadre. Quand on est dedans, on ne peut pas s'en défaire et il est condition de possibilité de notre expérience avec le jeu. Cela semble faire de lui un personnage impossible à défaire, et de la même manière, la prophétie vue comme canon, à la fois dogme religieux des fans d'une œuvre et script du monde au sein de l'univers, celle-ci devient une structure indestructible. Pour se sortir de ce marasme, on pourrait être tenté de me trouver une manière valable, compatible avec le réalisme, de défaire la prophétie canon. Une façon d'échapper au canon est par la création, en reprenant l'œuvre comme inspiration pour faire sa propre création. On sort ainsi des limites en arrêtant de suivre les clous, en arrêtant de prendre le canon comme parole d'évangile. Mais le joueur n'est pas nécessairement créateur, et il serait étrange d'avoir une fin suspendue dans le vide qui demande de créer sa propre fin. Cette histoire va bien aller quelque part. Ce qui est déroutant aussi, c'est qu'il est dur de satisfaire aussi bien la soif de liberté du joueur que celle de Suzy. Si vous dites qu'un joueur peut échapper à la prophétie en sortant du canon, vous niez à Suzy la faculté de changer le destin. Mais si vous admettez que Suzy peut changer le destin, vous niez le pouvoir contraignant de la prophétie, si contraignant qu'il sait qu'elle va obtenir le crayon. Ce dont on est le plus sûr, c'est du sens moral de l'idée que nos choix ont de l'importance. C'est-à-dire que le message serait surtout que notre acte de révolte vaut en lui-même malgré l'inévitabilité. Dans le même temps, si ce que je dis sur l'interprétation de ce que représente la prophétie est juste, et que d'un point de vue réaliste, une prophétie vue d'une telle façon ne peut pas être brisée, arrêtons-nous un instant pour nous rappeler de tout le chemin de pensée qu'on a fait pour prouver que ce serait brisé. Peut-être ne faut-il pas voir les choses aussi littéralement que je les conçois. Je dis Gaster est un développeur, et donc lui et son script ne peut pas être vaincu, mais on pourrait aussi regarder Undertale et se dire Flowey est un joueur, on ne peut pas vaincre un joueur. Et rappelons-nous également que Toby n'a peut-être pas un point de vue réaliste sur l'art, ou qu'il peut le mettre de côté. Dans ses jeux comme dans ses interviews, il paraît plutôt être quelqu'un qui a un point de vue mystique ou poétique. Les œuvres sont des créations de monde, des vues alternatives de la réalité, des choses magnifiques qui peuvent frapper le cœur des gens, ouvrir sur des horizons invisibles dans une œuvre et transformer la réalité. Son espoir pourrait être plus puissant encore que mon réalisme, que ma description littérale de ce qu'est un script. Si la prophétie est le script d'un jeu, peut-être que ce n'est pas le destin qu'il faut interpréter comme un scénario rigide, mais que le scénario d'un jeu doit être considéré comme une destinée, un de ces chemins imperceptibles et creux que l'on s'efforce de suivre et que l'on croit avoir pris sur nous, mais qui n'a peut-être pas autant de concrétude que ce qu'on croit et attend d'être brisé. Cela ferait de Gaster une autre vue à dépasser. Ou bien, précisément parce que Toby a de l'espoir, il s'efface derrière Gaster parce que son jeu ne se finira pas avec autant d'espoir. Comment trancher ? Nécessairement avec un peu d'intuition, d'imagination, et non avec de seules conclusions théoriques. Cela commence en admettant qu'on ne peut pas se servir du niveau de lecture métanarratif comme d'un niveau qui englobe ou supprime le sens du niveau narratif. Si le niveau narratif me laissait l'impression qu'on briserait le destin, et que le niveau métanarratif implique plutôt l'inverse, on ne peut pas juste obtenir la réponse en affirmant le primat de l'un sur l'autre. Il faut réussir à réconcilier les deux pour trouver une réponse qui fasse sens. Dans Undertale comme dans Deltarune, le métanarratif ne surclasse pas le narratif. Les deux s'accompagnent, chacun se sert l'un de l'autre. La backstory d'Azriel et Kara sert de ciment à la philosophie du tuer ou être tué, qui fait écho au RPG conventionnel et dans laquelle Flowey va se plonger à cause d'activités de joueurs. Dans l'autre sens, le fait que Flowey se comporte en joueur permet qu'il soit fasciné par le phénomène imprévisible que nous sommes et va participer de l'obsession envers son ami perdu, Kara. C'est ce que je trouve le plus remarquable dans Undertale, c'est que comme ce sont à la fois des personnages animés qui ne cessent jamais d'être des éléments d'un jeu et des éléments d'un jeu qui ne cessent jamais d'être des personnages animés, le narratif et le métanarratif sont en symbiose. Nous avons d'abord vu comment la prophétie était un cours des événements déterminés qui appelait à ce que l'on regagne du pouvoir d'agir pour être défié. Ensuite, nous avons établi qu'il représentait le scénario, voire le canon du jeu. Mais pourquoi Toby nous parlerait de ça en ces termes-là ? De quoi veut-il réellement parler qui a un sens dans nos vies à vous, moi et lui ? Eh bien, je connais quelque chose qui a la force contraignante du script d'un jeu, est vécu comme une destinée, mais qui en même temps dépend de rapports de pouvoir et peut être réécrit par ses acteurs.
Ce sont les destins sociaux et les codes sociaux. Ralsei doit être le prince solitaire. Chris sera la cage. Ce sont des rôles qui leur sont imposés. Parmi les codes sociaux, les plus élémentaires sont ceux du genre. On parle même de script sexuel, un langage qui rappelle l'écriture. Deltarune s'y attaque déjà. Je vous conseille la vidéo de Stuffed Alpaca, The Girl, The Night and Gender in Deltarune si vous voulez creuser ce sujet. Plus largement, si Deltarune nous parle des destins auxquels sont soumis nos héros, n'est-ce pas pour nous parler de nos destins à nous? N'est-ce pas pour cela que leur révolte est importante? Au fond, ce qui compte avec Garson, qui essaye de guider Suzy, ce n'est pas à proprement parler d'échapper à la prophétie, il dit même que ça peut être une bonne chose de se reconnaître dedans, et le jeu ne remet pas ça en question quand plus tard Suzy est rassurée par le fait que son statut de héros soit écrit quelque part. Cependant, il s'agit pour elle de pouvoir se construire librement au sens d'un chemin dans lequel elle se reconnaît. Qu'à l'échelle de l'individu, il réussisse à tracer son sillon, fasse sa route indépendamment des codes, de ce qui est attendu de lui, quel que soit le pouvoir de contrainte réel de ses attentes. Car de toute façon, ce n'est qu'en ne se soumettant pas passivement à elle qu'on peut espérer être plus que ça. Certes, la prophétie dit que Suzy est la fille, mais elle peut être plus que ça. Rajoutons que comme plein de bouts de la prophétie ont été perdus, ça laisse de sacrées marges. Certes, le chariot de Queen ne peut pas être arrêté, mais on peut ne même pas le rencontrer, comme on le fait en Weirdroot. Cependant, la Weirdroot court le risque de se finir encore plus mal, elle qui impose un autre modèle à la place de celui de Deltarune, celui des RPG classiques. Cela montre que ce n'est pas parce qu'on court à la catastrophe et que tout est tracé que l'on doit faire tout et n'importe quoi pour retrouver notre liberté, notamment si cela revient à remplacer le modèle par un modèle plus toxique encore. Et certes, on ne peut pas écrire un personnage qui rompt le scénario, mais peut-être que nous faisons face à quelque chose qui représente de fait le scénario d'un jeu, mais le fait pour mimer sa légitimité et son pouvoir de contrainte. De la même manière que les codes sociaux, et notamment ceux du genre, se sont souvent appuyés sur des arguments fondés sur leur prétendue naturalité. Peut-être que la prophétie contient en elle-même sa propre contradiction, son propre dépassement. Ou bien, peut-être que la prophétie sait que Suzy va pouvoir écrire sa fin, mais ne sait pas d'avance ce qu'elle va écrire. Car dans tout système contraignant, il y a une marge, et dans tout scénario, il y a des choses qui sont les conséquences des choix qu'un personnage ferait. Si Suzy est censée équiper des rubans mais qu'elle ne le fait pas, cela montre déjà la difficulté de la prophétie à exercer tout son pouvoir sur elle. Suzy lui résiste, et j'ai l'impression que ce que ça veut dire, ce n'est pas que Suzy est une élue, mais que c'est tout simplement parce qu'elle refuse de se conformer à ce qui se fait passer pour l'ordre établi. Ok, énorme tangente pour amorcer une conclusion. En fait, dans ce jeu pris entre ange et diable, la ligne de la lumière et des ténèbres traverse les deux familles principales du jeu. Du temps du chapitre 2, j'avais souligné que c'était déjà le cas chez Chris et Azriel. Le premier est dans l'ombre, le second est dans la lumière. Mais c'est aussi le cas chez les Holiday, avec Noël qui se met dans le rôle de l'ange et le sert ensuite, ainsi que Death qui tombe dans l'ombre et sert sûrement le diable. Avec la caractérisation de Death comme une punk, cette dualité semble faire référence, sans s'y réduire, à une dualité chère au Persona et au Shin Megami Tensei, jeu que Toby connaît bien. La dualité entre les forces de l'ordre et les forces du chaos. Cette dualité se recoupe d'ailleurs avec celle de la réalité et de la fiction, puisque le réel est ce qui est dans l'absolu, une structure rigide qui est difficile à changer, et la fantaisie est tout ce qui pourrait être. Comme si les opposés s'attiraient et participaient d'un équilibre, ces forces s'appareillent et forment des couples. On n'est pas sûr pour Toriel et Asgore, encore que l'une est très croyante, dort comme un petit ange dans les ténèbres, et que l'autre prie de nuit et va sûrement être le boss d'un monde des ténèbres, mais c'est d'abord le cas avec Rudy et Carol. On nous dit explicitement que l'un a une éducation plus cool, que l'autre est plus autoritaire, et que maintenant c'est dur pour Noël parce qu'il n'est pas là pour équilibrer. Tout comme le régissement est un déséquilibre entre lumière et ténèbres, cette histoire est faite de déséquilibre entre ordre et chaos. Un autre couple semble être Azriel et Death. Il va dans le sens de cette théorie, et un jour, ce duo est rompu avec la disparition de Death. Un vestige de leur relation préfigure la plus importante de Deltarune, celle qui met le plus en valeur cette dynamique. C'est le livre Comment dessiner des dragons qui reste chez les Dreamers, mais dont l'une des feuilles reste chez Death. Feuille où est dessiné un dragon. Un dragon, comme Suzy. Cette relation est dans la continuité de la précédente, mais les rôles sont inversés. C'est très ouvertement montré lorsque Noël demande à Suzy de jouer de la guitare de sa sœur. Et Noël, elle dit même être attirée par ce qui peut lui faire peur, tant qu'il y a quelqu'un pour la rassurer. Ça sonne un peu comme de la psychanalyse, mais j'ai l'impression que Noël recherche l'élément chaotique absent dans sa vie et qu'il est incarné par Suzy. Vous êtes en train de comprendre où je vais avec ça. Je crois qu'il est judicieux de mettre en parallèle les deux amoureuses de cette histoire, Noël et Suzy. L'une est propre
L'une est propre? Non mais attendez, la phrase n'est pas finie. L'une est propre et d'une famille clairement à l'aise financièrement. L'autre a des vêtements déchirés et ne mange pas à sa faim. L'une est servile aux mots du joueur, l'autre ne l'écoute pas. Et vous pouvez vous dire que c'est pour des raisons liées à une prophétie, mais en êtes-vous sûr? Des fois, on crée des personnages avant qu'ils soient insérés dans notre scénario. Et d'une certaine façon, c'est eux, en vue de leurs caractéristiques propres, qui l'influencent. De la même manière que dans la vie, nous avons parfois assez de marge de manœuvre et de pouvoir d'agir pour faire les choses à notre sauce. En la matière, pour Noël, elle est enclin à suivre autrui, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est faite comme ça, ou qu'elle y est vouée? Non, pas vraiment. Ça se situe entre son agentivité et ce que la société détermine. C'est lié à sa personnalité et aux habitudes, dans cette zone grise où nous ne savons pas vraiment ce qui est déterminé à propos de nous et ce que nous déterminons. Une zone grise salvatrice, puisque, que nous soyons programmés ou non, elle porte l'espoir d'une autodétermination. Qu'il y ait quelque chose que l'on puisse décider par nous-mêmes, ou au pire, qui nous laisse avec assez d'illusion de le faire pour qu'on puisse se reconnaître dedans et se sentir libre. Et avec Queen, alors qu'elle est d'ordinaire plus docile et que ça ne l'empêchera pas d'être docile à un autre moment, elle reprend le dessus. Suzy, quant à elle, n'a pas le même problème. Pour elle, ce qui est difficile, c'est de ne pas être un antagoniste quand l'ordre l'a toujours antagonisé. Comme l'impolitesse le fait vis-à-vis de la décence, comme le marginal le fait vis-à-vis de la norme, comme le rebelle le fait vis-à-vis de l'usage, ou le bruit vis-à-vis du silence, Suzy remet en cause l'ordre, ce qui est déjà établi et semble naturel. C'est en cette qualité qu'elle sort de ce que la prophétie attend d'elle, et qu'elle révèle par la même occasion que les choses peuvent être autrement. On ne peut écrire un personnage qui défie son écriture, et pourtant, invraisemblablement, elle existe. C'est là que j'aimerais rappeler que le fait de parler de conte qui doit être suivi et de chemin interdit place la prophétie, sur laquelle porte une religion, dans un registre moral. Ce qu'on nous cache, c'est peut-être que ce n'est pas que tout ça doit arriver, de fait, mais que c'est une obligation morale. Or, si c'est une obligation morale, ce n'est pas une nécessité, et elle peut être critiquée. Cette prophétie sonne de plus en plus comme un dogme qui fait croire qu'il est la lecture véritable des événements, alors qu'il n'est qu'une lecture possible que l'on veut être vraie pour des raisons morales. Cela ressemble de plus en plus à un ordre, autant au sens d'un tu dois, qu'au sens d'une structure rigide, organisée, pensée en vue d'une belle fin. Suzy, en bonne rebelle, ne suit pas les ordres, elle est une figure chaotique qui ne rentre pas dans le moule. Un partisan de l'ordre, ou quelqu'un qui croit en son caractère absolu, comme je suis sûrement en train de le faire quand je dis qu'on ne peut pas sortir du scénario, il pourrait vous dire que ça fait partie de l'ordre, que des choses y échappent, ou que c'est son conformisme à elle d'être l'esclave de la rébellion. Mais c'est très réducteur, c'est ne pas comprendre son sens propre. Piernick me disait que ce n'était probablement pas tellement la question de déjouer la prophétie, mais que ce qui importait, c'était de réussir à s'en jouer convenablement. Je ne sais pas exactement comment se traduirait cette intuition, mais je pense que ça réussit à deviner l'attitude de Deltarune par rapport à ses notions d'ordre et de chaos. Si les deux arrivent à former un équilibre, c'est sûrement que de la même manière que l'ordre n'existe que par rapport à un chaos, le chaos n'existe pas sans l'ordre. Suzy n'est telle qu'on la connaît que parce qu'elle rejette quelque chose. Tels sont les rôles auxquels on s'identifie. Ils appartiennent à l'ordre, mais ils sont ballottés dans le mouvement de l'ordre et du chaos. On s'identifie par eux et on en approuve, mais pour cela on en rejette et on s'oppose à d'autres. Comme cela commence à paraître dans le chapitre 4, la prophétie permettra sûrement l'affirmation de Suzy contre elle, et je suis impatient de voir ce qu'elle en fera.